Bonjour à tous, bonjour Francis. Si on voulait définir en quelques mots Francis, on dirait Francis Charon, un passionné de philanthropie aux multiples vies, d'où une introduction bien nourrie. Jusez-en, médecin anesthésiste en milieu hospitalier, à 29 ans avec deux copains, Ronnie Broman et Claude Maluret, que vous devez connaître, partageant le même idéal humanitaire, la même révolte utile, vous prenez en main la jeune organisation Médecins sans frontières. Combien de fois, sur vos congés, souvent sur vos deniers personnels, ceux de vos amis, sans souci du danger, êtes-vous partis pour soigner et témoigner dans des zones à risque? Successivement administrateur, puis président, vous décidez de quitter le milieu hospitalier pour devenir directeur général de MSF pendant 9 ans. À cette époque, que vous qualifiez de bouillonnante, il fallait gérer la croissance, introduire du professionnalisme dans les équipes, encourager l'élan humanitaire. La fondation MSF, que vous avez créée et qui attribue depuis 1988 des bourses d'études pour former des volontaires, y a bien contribué. C'est pour ces qualités que le président de la Fondation de France de l'époque, Olivier Philippe, un grand préfet, vient vous chercher en 1992 pour vous proposer de diriger la Fondation de France. À l'époque, 40 personnes s'évertuaient sans aucune informatique à faire vivre une fondation qui en abritait déjà 300. Vous restez 25 ans avec le succès que l'on connaît, créant au passage l'association Friends of Fondation de France aux États-Unis, le Centre français des fonds et fondations en 2002, dont vous êtes président depuis 13 ans, travaillant à un statut européen des fondations au travers du Centre européen des fondations comme président, vice-président et administrateur. Le timing va m'obliger à faire des impasses sur vos nombreuses responsabilités. Je n'en citerai que quelques-unes. La création de France Générosité, le syndicat des organisations qui font appel à la générosité du public, celle d'Épicentre, devenu un centre de référence en épidémiologie internationale. Un mandat comme conseiller au CESE, la vice-présidence du comité de la Charte pendant 14 ans, ou encore vos activités toutes actuelles du Conseil au sein de FCH Conseil dédié à la stratégie et à la gouvernance philanthropique et aussi à l'animation de votre blog Chronique philanthropique que je ne manque pas de recommander à chacun d'entre vous. Christophe Bertin, dans la préface de l'ouvrage Vive la philanthropie que vous nous avez apporté, écrit « Faire l'unanimité n'est pas précisément l'objectif d'un homme pour lequel l'engagement est une ligne de conduite qui impose des choix et ne s'embarrasse pas de compromissions. Dans l'univers feutré des cercles philanthropiques, Francis Charon peut parfois déranger. Dans le fond, c'est cette parole libre que nous attendons sur ce sujet d'actualité, les menaces sur la philanthropie française. Merci d'être avec nous ce matin, Francis. Je vous passe la parole. Bien, merci Marie-Hélène pour cette présentation qui m'honore. Merci Madame la Présidente de m'avoir invité. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc je vais vous parler de l'état de la philanthropie dans un monde qui change. Je suis venu avec quelques livres, comme ça nous vous les donnerons à la fin. Vous pourrez comme ça vérifier tout ce que je dis et voir si c'est juste. Donc dans le temps qui m'est imparti, je n'ai pas traité de technique, ni de statut ou de fiscalité. Je pourrais préciser ces points lors de vos questions. J'ai resserré mon intervention sur la question qui me paraît centrale, pourquoi la philanthropie ne doit pas céder face aux menaces multiformes contre la démocratie. Je traiterai l'état de la société, comment la philanthropie s'inscrit comme acteur essentiel dans notre pays, de son évolution, des risques auxquels elle fait face et enfin ce qui me paraît nécessaire pour préserver l'avenir. Nous vivons l'époque de la perte de confiance marquée par des crises économiques, sociales et géopolitiques, mais aussi une perte du lien et la disparition du récit collectif. Une part croissante de notre avenir se joue désormais sur les réseaux sociaux qui ont transformé notre rapport à l'information. Ceux-ci fragmentent le débat public en bulles informationnelles. Ils enferment chaque citoyen dans des récits qui confortent peur, colère et certitude. Nous le savons,
Influence et désinformation organisées par des forces puissantes qui circulent plus vite que les faits. Les émotions plus vite que la raison. La complexité est écrasée par la simplification, la nuance par l'indignation permanente, l'information a cédé la place aux commentaires creux et sans fin. Dans ce contexte, les mécanismes de rejet se renforcent. La peur devient un ressort politique, la xénophobie, l'antisémitisme, le racisme, les discours de haine trouvent des résonances puissantes. L'adversaire devient un ennemi, la contradiction une agression, le dialogue une faiblesse. Ce climat nourrit une fatigue démocratique, une perte de repères, une tentation à céder à des réponses autoritaires présentées comme rassurantes. Ces peurs, lorsqu'elles structurent durablement l'opinion publique et l'action politique, deviennent dangereuses pour notre nation. En effet, l'histoire nous l'a appris, les démocraties ne s'effondrent pas brutalement. Elles se rétractent progressivement. Les libertés ne sont pas supprimées d'un coup. Elles sont soupçonnées, puis encadrées, presque toujours au nom de l'ordre, de la sécurité ou de l'efficacité, et enfin bâillonnées. Dans un tel contexte, la question de l'action philanthropique et de l'engagement de la société civile devient centrale. Non pas comme un sujet sectoriel, mais comme un enjeu majeur de société. La philanthropie, par tout ce qu'elle recouvre, est une structure de notre édifice national peu visible mais essentielle. Mal connue pour une majorité, la philanthropie réfère de façon réductrice à l'argent, limitée aux grands dons et souvent en référence à l'Amérique. Or, il s'agit d'un secteur constitué de 4 piliers. Les associations, il y en a 1,7 million, les fondations et les fonds de dotation, près de 6 000 aujourd'hui, les bénévoles, 20 millions, et les donateurs, 5,5 millions de foyers. C'est un écosystème intégré qui structure notre capacité collective à agir, dialoguer et à faire société. Dans un contexte de fracture numérique et de désertification au milieu rural notamment, de plus en plus de personnes sont seules et isolées. Des études de la Fondation de France régulières montrent que 11% de la population se trouve seule. Face à cela, des associations entretiennent ou recréent présence et proximité, des espaces de rencontres et d'activités partagées se multiplient, là où le lien social se délite. Je pourrais citer café de village, club de lecture, organisation des déplacements, distribution de repas et bien d'autres choses. Les associations sont présentes partout. Dans l'éducation, le sport, la culture, la solidarité, la santé, les crèches, l'environnement, l'accompagnement des plus en difficulté, mais aussi la défense de cause ou le plaidoyer. Les bénévoles, eux, incarnent une démocratie du quotidien faite d'écoute, de présence et d'empathie. Les fondations et les donateurs, enfin, permettent le temps long, l'expérimentation, l'innovation sociale, là où l'action publique fait défaut, c'est-à-dire dans beaucoup d'endroits. La philanthropie n'est donc pas un supplément d'âme. Structure démocratique par excellence, elle est un amortisseur social et civique. Ce grand secteur est construit sur des valeurs fortes. L'engagement, la solidarité, l'humanisme et le respect de l'autre. Son système économique repose sur des dons, des legs, sur des appels à projets, sur des subventions de l'État ou des collectivités locales, mais aussi par le produit de vente et de services. Mais pour ceux qui s'interrogent sur la confiance que l'on peut attribuer à ces organisations, je rappelle que durant ces 30 dernières années, elles se sont organisées pour assurer leur fiabilité. Des organisations ont été mises en place pour structurer le secteur et former aux bonnes pratiques. Les contrôles publics et privés, dont elles sont l'objet, sont nombreux, ne laissant plus de place à des scandales comme celui de l'Arc en 1996. Actuellement, près de 70% des Français font confiance aux associations et aux fondations.
c'est-à-dire bien plus qu'aux politiques, aux médias ou aux syndicats. L'action philanthropique est issue d'une trajectoire politique fondée sur la liberté d'agir. Plus que jamais, face aux multiples risques, elle doit pouvoir continuer à se développer. Cet écosystème particulier à la France est le produit d'une trajectoire politique qui fut claire, fondée sur le principe simple, faire confiance aux citoyens et leur donner la capacité d'agir. La loi de 1901 constitue le premier socle de cette trajectoire. En consacrant la liberté d'association, à l'époque, la République reconnaît que la démocratie ne vit pas seulement dans ses institutions, mais aussi dans l'initiative collective et l'engagement volontaire. Le droit de s'associer est un droit fondamental. Il a été consacré par une décision du Conseil constitutionnel en 1971. C'est une histoire très amusante, je vous la raconterai, si vous voulez, tout à l'heure. Suspense. Plus tard, en 2003, la loi Aillagon prolonge cette logique en encourageant le mécénat. L'État reconnaît que les citoyens et les entreprises peuvent contribuer directement à l'intérêt général grâce à une subvention qui passe à travers des déductions fiscales favorables. Ils peuvent ainsi choisir les causes qu'ils souhaitent soutenir en fonction de leur tropisme. Il s'agit d'un acte de confiance politique et pas seulement d'un simple dispositif fiscal. C'est un acte politique puissant pour la reconnaissance des fondations qui étaient mal considérées à l'époque, voire inconnues. Ces textes dessinent une même vision, celle d'un État garant et facilitateur qui fixe le cadre, protège les libertés, accepte de partager l'intérêt général avec la société civile. Toutefois, il faut le dire clairement, l'action philanthropique n'a jamais été consensuelle. C'est un sujet clivant, mais la démocratie progresse aussi par la confrontation, l'interpellation et parfois le conflit. Ce sont des aspérités qui obligent la société à évoluer. Qu'il s'agisse de la lutte contre le sida, le droit des femmes à disposer de leur corps et choisir leur destin, de la reconnaissance des minorités invisibilisées ou de l'environnement, les avancées sur ces grands enjeux avaient été l'objet de fortes contestations dont certaines persistent. Vouloir réduire l'espace d'action des associations et des fondations à ce qui est consensuel ou politiquement contrôlable appauvrirait la démocratie. Ces structures ne sont pas seulement des opérateurs de solidarité, elles sont aussi des vigies capables de forcer le dialogue là où le silence arrange. Aujourd'hui, des restrictions juridiques, budgétaires, administratives fragilisent cet édifice construit progressivement. Il existe une ligne rouge à ne pas franchir. On ne peut pas réduire le champ d'action de la société civile en fonction de ce que l'État apprécie ou non à un moment donné. La liberté d'association n'est pas une récompense accordée à des acteurs dociles. Une illustration récente en est le récent contrat d'engagement républicain que toute organisation doit signer aujourd'hui. Il introduit dans une de ses clauses une appréciation large et floue d'atteinte à l'ordre public. Cela crée un climat d'incertitude, de fragilisation de l'engagement, car il transfère ce qui est un droit à l'appréciation administrative des préfets et des financeurs publics. Évidemment, tout ne peut pas être autorisé, mais on doit se souvenir que pour des comportements délictuels illégaux, le droit commun doit suffire à sanctionner. C'est-à-dire que chaque fois qu'il se passe quelque chose, on n'est pas obligé de faire une nouvelle loi. De même, au niveau national, on observe un durcissement des règles, de nouvelles contraintes sans moyens supplémentaires. Tout cela crée de l'instabilité. S'y ajoutent des restrictions budgétaires, réduction des subventions,
Modification de la fiscalité introduite par des parlementaires peu compétents, souvent présentées comme techniques, alors qu'elles sont politiques. Un exemple, lors du dernier PLF, il y a eu, comme toujours, il y a une petite session sur les dons, et chacun a amené, selon son parti, ses restrictions. Alors on ne pouvait pas faire ci ou ça, et finalement ça s'est transformé en un texte où plus rien n'était autorisé, puisque chacun interdisait à l'autre de faire ce que lui voulait faire. Donc nous voyons que c'est quelque chose qui est essentiellement politique et peu technique. Ces élus, pourtant, ne prennent pas en compte les effets induits considérables sur les populations concernées. Disparition de services de proximité, rupture de l'accompagnement de publics fragiles, aggravation de l'isolement et des tensions sociales. Excusez-moi. Pourtant, sur le terrain, les parlementaires le savent et ils connaissent l'action des acteurs de la philanthropie qui est indispensable. Aucune politique publique ne tient sans eux, notamment dans les territoires les plus fragiles. Lorsqu'une association ferme, ce ne sont pas des lignes budgétaires qui disparaissent. Ce sont des personnes qui se retrouvent sans soutien et dont l'État aura la charge s'il en a la capacité. Je suis administrateur du label IDEAS et on a vu l'autre jour les Restaurants du Cœur. Les Restaurants du Cœur, c'est 78 000 bénévoles, c'est 600 millions de budget. Si jamais il fallait remplacer ces 78 000 bénévoles, vous imaginez bien que l'État se trouverait dans la difficulté. C'est surtout les gens qui se retrouveraient dans la difficulté parce que personne ne reprendrait ça. Voilà l'ambiguïté actuelle de l'action de la puissance publique. Elle ne peut pas à la fois s'appuyer sur la société civile pour réparer les fractures sociales, tout en fragilisant juridiquement, financièrement ou symboliquement ce secteur. Clarifier cette position est un des enjeux centraux du moment. Pour clarifier cette ambiguïté, il faut un nouveau contrat social. Il faut un contrat républicain avec la société civile. Nous sommes à un point de bascule. La trajectoire historique fondée sur la confiance, dont on a parlé tout à l'heure, est fragilisée. Il est temps de retrouver le chemin engagé par les initiateurs des textes sur la philanthropie en réinventant une politique de mécénat ambitieuse. Il faudrait donc s'engager vers un nouveau contrat entre l'État et la société civile qui reposerait sur quelques principes clairs. Sécuriser durablement la générosité, considérer les subventions et les déductions fiscales comme des investissements d'avenir et non comme une charge pour l'État. Traiter les acteurs philanthropiques comme de véritables partenaires. Enfin, reconnaître pleinement la liberté associative comme des piliers de notre société. En conclusion, j'insisterai sur l'importance de l'idée qu'une démocratie ne se protège pas en s'enfermant. À l'heure des peurs, certains partis extrémistes proposent des solutions simples, voire simplistes, à des problèmes complexes. Réduire l'espace civique, restreindre les libertés, affaiblir l'état de droit au nom de l'ordre et de l'efficacité est une illusion dangereuse. L'histoire est sans ambiguïté. Les sociétés qui réduisent les libertés pour se rassurer ne se pacifient pas. Elles se fracturent davantage. De même, en affaiblissant les corps intermédiaires, on ne calme pas les colères, on les radicalise. En réduisant l'engagement citoyen, on ne renforce pas l'État, on l'isole, on le fragilise. Bien sûr, la philanthropie seule ne sauvera pas la démocratie. Mais grâce à vous, à tous ceux qui s'engagent, la société civile reste vivante et source d'optimisme. Les acteurs de la philanthropie sont d'inlassables tisseurs de liens sociaux. Ils fabriquent de la cohésion. Ils donnent du sens au mot « espoir ». Ils doivent pouvoir continuer leur action. Faisons le pari de l'intelligence collective fondée sur la confiance, le dialogue, loin des violences et des rejets de l'autre. Il faut trouver un chemin pour préserver notre démocratie, ne pas se laisser entraîner par facilité vers des voies
qui réduirait notre liberté de dire, de croire sans crainte. Il ne faut pas renoncer, mais faire preuve de courage. Je terminerai en disant, soyons vigilants. Merci Francis. Tout ce que vous avez dit sur la montée des extrémismes fait bien sûr penser à ce qui se passe notamment aux États-Unis, où vous avez créé cette fondation des Amis de la Fondation de France. Dans quelle mesure ce qui se passe là-bas peut influencer notamment votre, je dirais, l'efficacité de la Fondation aux États-Unis et toucher la France? On voit que cette montée des extrémismes, elle n'est pas d'ailleurs que américaine. On la voit monter en Europe, je dirais même accompagnée par des leaders américains sans scrupules. Est-ce qu'on ne voit pas aussi en France ce genre de menaces arriver pour les associations? Alors, ce qui s'est passé aux États-Unis est très particulier. On le vit tous les jours. C'est arrivé à avoir un gouvernement totalement décomplexé qui réduit l'état de droit, qui réduit les capacités d'intervention, qui a supprimé tous les modes d'intermédiation de la recherche, de la connaissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne savent même plus si une épidémie va se développer ou pas. Mais surtout, ce qui s'est passé derrière, c'est que ça a permis aux gens extrêmes de tous bords, en Europe, de libérer la parole. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, il y était des choses qui étaient indicibles. Aujourd'hui, tout se dit avec excès. On parle sans retenue d'antisémitisme qui grimpe de façon très inquiétante. On a vu encore ce week-end la mort d'un jeune parce que des partis extrêmes se sont empoignés. Et tout cela assumé de la façon la plus tranquille par M. Mélenchon, qui considère que la violence sociale est une normalité qu'il faut pouvoir assumer. Donc on est dans un moment où l'illibéralisme gagne. On le voit dans tous les pays. De façon très étrange, beaucoup de gens, du moins la parole, gagne sur l'idée qu'il faut des États autoritaires de façon à ce que les pays soient bien dirigés. Ce qui est un truc assez étonnant parce qu'en France, on veut l'homme providentiel, mais comme vous savez, dès qu'un homme providentiel commence à prendre une mesure, on a 1 million de personnes dans la rue. C'est pas très français et pourtant, c'est très ambigu. Et on voit bien que cette parole, qui est très, très, très manipulée par les réseaux sociaux, gagne, infiltre la société et notre niveau d'acceptabilité de quelque chose qu'on ne pensait pas accepter avant est acceptable. Et ça mine beaucoup parce que les associations, on le voit bien aujourd'hui, sont attaquées de toutes parts parce que, justement, elles ont la liberté d'agir, elles agissent dans des endroits que certaines personnes n'acceptent pas. Sur les programmes américains qu'on mène, on a été obligé d'enlever tout ce qui apparaît être des actions comme la diversité, l'inclusion. L'administration vient vérifier si les programmes qui sont faits sont dans ce domaine et vous pouvez à ce moment-là avoir une réduction de vos capacités de financement et de déduction fiscale. Donc ça a un effet important. On est rentré dans un monde déstabilisé et je crois que là-dessus il faut s'arc-bouter puisque pour moi les acteurs de la philanthropie sont des amortisseurs de cette situation et c'est encore eux qui ont une vision un peu claire de ce qu'ils doivent faire alors qu'on se retrouve devant un État qui est paralysé et dans le bloc central qui devrait être celui qui permet la nuance, qui permet de discuter les uns avec les autres, est absolument débordé par les partis extrêmes. Et donc on se trouve dans une situation que je considère préoccupante, et c'est celle dont je vous ai fait part à l'instant. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets et actuels de la menace sur la philanthropie en France? Oui, alors c'est des menaces
elles ne sont pas présentées comme des menaces. C'est-à-dire, nous, on les ressent comme des menaces, mais c'est des encoches dans un système. C'est-à-dire que à partir du moment où vous réduisez la fiscalité sur certains secteurs, à partir du moment où il y a eu une mesure fiscale, par exemple, pour les entreprises qui donnaient de l'argent, on les a limitées à 2 millions d'euros à 60%, puis on les a passés au-dessus à 40%. Ensuite, on va pouvoir encadrer l'action philanthropique. Je vous parlais du contrat d'engagement républicain. À l'intérieur de ce contrat d'engagement républicain qu'il faut signer, il y a toutes sortes de choses qui sont une normalité pour un État. Mais à l'intérieur, ils ont mis ce qui contrevient à l'ordre public. Et cette notion est une notion qui est un peu floue, et on l'a vu apparaître dans certains points où, tout d'un coup, une subvention a été refusée parce que l'administration considérait que ça allait contrevenir à l'ordre public, parce que c'est des gens qui s'occupaient d'environnement ou des gens qui s'occupaient d'émigrés, de situations qui sont toujours des situations extrêmes dans lesquelles faire parler, faire entendre peuvent être un trouble à l'ordre public. Mais dans les exemples que j'ai cités, souvenez-vous du grand préservatif qui avait été mis place de la Concorde sur l'obélisque. À l'époque, évidemment, ça aurait été considéré comme un trouble à l'ordre public avec les textes d'aujourd'hui, et ça pourrait avoir été interdit. Alors que ces combats, qui sont des combats qui sont souvent difficiles, méritent la liberté de la parole. Ce que je crois, c'est que il faut laisser les acteurs de la société discuter, parler, et non pas directement arrêter telle ou telle vision qu'on peut avoir de la façon dont pourrait se résoudre un problème. C'est très compliqué. On prend des mesures sur l'immigration, par exemple. Elles paraissent évidentes, et en fait, elles ne sont pas totalement évidentes. C'est un problème complexe qui nécessite de la parole, de l'échange, qui nécessite que ce problème soit traité de façon apaisée. Il ne le sera pas. C'est un enjeu probablement pour les prochaines présidentielles. Et cela est fait sans tenir compte absolument ni des personnes, ni de l'avenir de l'économie en France. Donc voilà, ce qui pèse aujourd'hui dans ces dangers, vous voyez, c'est des dangers qui sont en même temps de réduction fiscale, parce qu'on dit, ben voilà, c'est une niche fiscale, on va faire des économies, mais on ne voit que l'économie du moment en ayant quelques millions au PLF, mais en même temps, il faut s'occuper des gens, il y a bien quelqu'un qui devra le faire. Donc voilà, ça fait partie de ces choses qui sont des choses qui sont préoccupantes. Comme elles sont faites par petites encoches, je vous ai dit qu'il y avait 4 piliers dans la philanthropie. Quand il y en a un qui se réduit, ça déséquilibre les autres. Et cette vigilance, on doit l'avoir de façon permanente, et on a des organisations qui sont attentives à ça pour parler à l'Assemblée nationale, pour rencontrer des gens. Alors, c'est une bataille, si vous voulez, aujourd'hui, puisque toute cette trajectoire que je vous ai indiquée, qui est une trajectoire étatique, hein, ça a été inventé par l'État. La loi de 1901, la loi de Ayagon, c'est des lois qui, quand on lit les textes, sont résolument modernes, sont résolument en faveur de la société civile. L'État ne peut pas tout faire, il doit être le garant de l'intérêt général, mais il n'est pas obligatoirement le gérant. Donc aujourd'hui, personne n'a une vision globale de ce que peut être une action de mécénat, une vision ambitieuse du partage de l'action de la société dans la société. Et donc voilà ce qui met aujourd'hui en mal l'action philanthropique.
Oui, merci pour cet exposé. Je ferai 2 remarques. La première, c'est que cette société qui est effectivement de plus en plus fractionnée, nous le voyons, donc je suis au Resto du Cœur, on voit certaines subventions communales qu'on n'a plus parce que nous ne correspondons pas à ce que souhaite la mairie. Donc là, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, ou simplement des subventions européennes qui vont, les fonds allant à la défense et non plus à l'aide humanitaire. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je pense qu'un des gros problèmes des associations actuelles, ce sont les bénévoles, et notamment le fait d'avoir des bénévoles qui soient en poste de responsabilité. Certains disent que la nouvelle réforme de retraite a effectivement changé les choses, puisque les gens arrivent plus tard, en principe, à la retraite et qu'on devienne moins de bénévoles. Mais nous, on sent plutôt une certaine crispation des gens sur leur propre vie, et n'ont pas l'envie de s'engager auprès de causes. Dans ce cadre-là, le mécénat est d'un grand recours et on a de plus en plus des personnes qui viennent en mécénat de la part des entreprises. Donc, ce serait peut-être une bonne piste d'essayer d'encourager encore et encore ces mécénats d'entreprise. Je peux dire qu'au Resto du Cœur, certaines associations départementales ne fonctionnent que grâce aux personnes qui sont en mécénat. Votre remarque sur le bénévolat est tout à fait d'actualité. On voit qu'il y a une modification qui s'est faite sur l'engagement des bénévoles. Les bénévoles sont en général des gens qui sont souvent à la retraite parce qu'ils ont du temps, mais aujourd'hui, ils ne donnent plus autant de temps qu'ils en donnaient. Ils ne s'inscrivent pas dans une trajectoire sur la durée. Par contre, on voit arriver des nouveaux bénévoles, des jeunes, mais qui ont une façon d'intervenir de façon comme ils sont, c'est-à-dire ils font du picking, ils choisissent des causes, ils vont y rester pendant quelques temps, ils vont partir sur une autre, et eux, ils considèrent que leur engagement n'a pas la même forme structurée que celle des anciens et qui est tout à fait nécessaire pour faire fonctionner toute l'organisation, comme vous l'avez dit. Alors, en effet, le mécénat de compétences se développe beaucoup dans les entreprises. Il existe une alliance pour le mécénat de compétences qui regroupe un certain nombre d'entreprises, des organisations qui sont spécialisées pour essayer de développer le mécénat, le bénévolat. Le bénévolat est un sujet aujourd'hui qui se pose. On parlait des Restos du Cœur, c'est ce qu'ils nous exposaient, leur difficulté d'avoir, parce qu'ils ont 78 000 75 000, mais occasionnellement, ils en ont un certain nombre de milliers en plus selon la saison qui vient les rejoindre. Et non seulement ils ont du mal à en recruter, mais en plus, recruter des bénévoles, c'est compliqué parce que malgré tout, c'est des métiers, même si on croit que c'est simple, il faut avoir un peu de formation, il faut avoir un sens de la relation avec les personnes qu'on sert, il faut avoir une compétence en organisation pour gérer en même temps les demandeurs et ceux qui agissent. Donc vraiment, cette question du bénévolat est aussi centrale, c'est un des piliers qui paraît central. Il en est de même des donateurs dont le nombre régulièrement diminue. Le montant des dons en France est à peu près de 9 milliards 200 millions. Il a augmenté pendant des années de à peu près 4%. Et depuis 2 ans, il s'est un peu stabilisé. Et surtout, ce qu'on voit, c'est à l'intérieur une modification de la sociologie, c'est-à-dire que les gens qui donnaient des petits montants ne donnent plus et ceux qui donnent des gros montants en donnent plus. Mais on est à un moment de déséquilibre assez compliqué. Et si c'est dans ce moment qu'on prend des mesures fiscales de désincitation, on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. J'ai passé ma carrière entière à diriger les organisations, les associations internationales. J'ai honte de dire qu'on n'a jamais rien eu, on n'a jamais rien connu de la Fondation de France. Ça, c'est notre faute sûrement. Mais donc, j'ai 2 questions. Premièrement, avant Trump, je vote aussi aux États-Unis contre lui, évidemment, et ici. Donc, je peux voir les deux un peu.
avant Trump, est-ce que la Fondation de France avait des rapports avec les fondations américaines? Et deuxièmement, est-ce que la Fondation de France s'engageait ou s'engage avec les associations internationales, surtout dans le domaine que je connais le mieux, c'est le climat, l'environnement, la biodiversité, tous ces noms qui sont tabous aux États-Unis actuellement, mais on ne perd pas courage complètement. Il y a quand même novembre, j'espère. Donc, ces deux questions, merci beaucoup. Sur la première question, quand j'ai dirigé la Fondation de France, c'est ce qui continue maintenant, on avait établi des relations très suivies avec les États-Unis. D'abord avec certaines fondations, comme la Fondation Ford, par exemple, qui était une relation très proche. On participait aussi, on allait dans les réunions, ils ont des très grosses, ils ont des centres de fondations qui les regroupent, un centre national de fondations, puis un centre pour les fondations familiales, puis un centre pour les petites fondations. Donc on a participé beaucoup à ça. Dans l'action internationale, on avait créé le Centre européen des fondations, dans lequel on était un des acteurs importants, pour pouvoir partager avec nos collègues des pays étrangers européens la façon de faire du mécénat, la façon de diriger des fondations. Donc on est très impliqués là-dessus, et notamment tous les domaines que vous avez cités, qui sont les domaines aujourd'hui interdits, mais qu'on continue à travailler même aux États-Unis, mais en changeant le verbatim. On ne parle plus de diversité, on trouve des mots. Nos amis américains choisissent les mots qui conviennent. On a une avocate au bureau qui regarde chacun des projets de façon à ce que ça ne puisse pas poser de problème. Mais c'est un sujet, vous imaginez, quand on doit agir dans un cadre qui est contraint, un cadre de pensée qui est contraint, c'est effectivement un problème. Oui, moi je vois aussi une montée des menaces que je qualifierais de politiques et religieuses en France. On voit une montée notamment des ultra-catholiques et de l'extrême droite, une espèce d'alliance un peu menaçante, je trouve, au niveau des associations, avec des gros moyens financiers qui justement manquent en ce moment et qui donc ont un poids, je dirais, un poids d'influence extrêmement fort de ce fait-là. On voit aussi une montée du côté de l'extrême gauche qui cherche à impacter les associations. Et pour moi, c'est une menace qui me préoccupe beaucoup, je dois dire. Je suis extrêmement concerné par cette montée des extrémismes et la façon dont ils cherchent à influencer fortement les travaux des associations. Alors c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que vous parlez de fondations de droite. On parle de la fondation Sterrin, qui est donc un homme aux convictions affirmées, proche de celle de Bolloré, donc qui bénéficie comme audience et comme haut-parleur tout le groupe de Bolloré, médias de Bolloré. C'est une fondation qui a des objectifs clairement exprimés d'une vision du monde et d'une vision qui est une vision spécifique sur des considérations qu'on pourrait qualifier de très conservatrices. C'est problématique parce que effectivement, ils ont infiltré un certain nombre d'associations. On voit les termes se changer et se masquer sous une sorte de bienveillance qui ne l'est pas et qui obtient des financements au moment où les associations sont très en recherche de financement. Sur le côté gauche des extrêmes, on voit bien l'influence de Mélenchon pour pousser des associations pro-musulmanes, activistes en termes de déstabilisation de la société. Alors ça, c'est un des problèmes qui est compliqué parce qu'on ne peut pas en même temps dire que les choses doivent se régler par un débat, par la mise à face,
et éventuellement interdire tel et tel groupe s'ils ne sont pas en dehors d'un ordre public normal. Il y a actuellement une mission au Sénat sur justement la Fondation Sterrin, qui pour moi est problématique parce que ce genre de choses, en général, ça se termine mal par tout le monde, parce qu'ils vont sortir des solutions qui vont être des solutions caricaturales du genre « on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça ». Je pense que c'est comme la montée des extrêmes, on ne doit pas agir par anathème, mais on doit agir en se battant à partir d'exemples, en faisant monter toutes ces questions de valeurs, ces valeurs de solidarité, de non-rejet de l'autre, de lutte contre les haines. Et c'est un combat républicain qui est un combat démocratique compliqué, mais je crois qu'il faut se battre plutôt qu'interdire ou vouloir brider les choses. Alors, je comprends ta préoccupation, mais voilà, on est au centre du même débat qu'il y a eu à la politique. On a toujours évité de vouloir s'attaquer aux extrêmes et on s'est fait préempter un certain nombre de champs, comme le champ national, la France, la fierté française, etc. Je crois que c'est des champs qu'il faut récupérer. La fierté française, elle est... aujourd'hui, une étude vient de sortir d'un think tank de Destin commun qui montre que les 78% des gens sont fiers d'être français. Et je crois qu'il faut rentrer dans des choses comme ça et dire ce que vous faites, le travail qu'on fait, le travail associatif, ce travail de lien social qui est très important, et je vois un de nos collègues ici qui travaille sur ces questions de lien social, sont fondamentales. Il faut pouvoir faire valoir ça plutôt que de faire, comme je vous le disais, des anathèmes et récupérer des concepts qui ne sont pas des concepts honteux. Il faut prendre la question de l'immigration à plein pot, c'est-à-dire se dire, voilà, c'est un problème compliqué, il y a 500 000 immigrés qui arrivent en France, la solution qu'on propose, il y a un candidat qui propose d'arrêter l'immigration, de favoriser la préférence nationale. Je veux dire, c'est des mots comme ça qui, évidemment, portent à l'oreille. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut mieux réguler l'entrée des personnes émigrées, d'abord en faisant mieux fonctionner notre système, c'est-à-dire au lieu d'allonger le traitement des dossiers, le raccourcir au plus vite pour que les gens sachent tout de suite s'ils peuvent rester, pas rester. Deuxièmement, on peut rentrer sur cette question de l'immigration économique en disant que de toute façon, on aura besoin de plus d'émigrés, donc on peut mettre en place des choix, mais on doit le faire de façon réfléchie, de façon progressive et non pas bloquer. La préférence nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prendrait dans des postes que des gens qui seraient français, issus de souche française. Il y a 3 millions de chômeurs. Qui va prendre cette place si en plus on empêche des émigrés de la prendre? Qui ira dans les restaurants? Qui ira dans un certain nombre d'endroits? Donc là, voilà ce que j'appelais tout à l'heure des réponses simplistes à des questions complexes. Et le temps politique, ou en tout cas le temps médiatique, ne vous laisse pas la possibilité il faut pouvoir expliquer en 3 minutes ce que pourrait être une politique d'immigration, ce qui est stupide. Il y a un autre sujet qui est tout à fait important, c'est celui du lien social. Tous ces millions de gens qui travaillent dans les villages, les villes, les campagnes, sont des gens qui rassemblent des gens et qui font qu'ensemble, vous arrivez à avoir des projets, vous pouvez avoir un espoir pour le lendemain. Mais il faut pouvoir agglomérer ça, c'est-à-dire passer du lien social à la cohésion sociale. Et cette question de l'engrenage de ces deux concepts est une question sur laquelle on est un certain nombre à travailler et qui est très complexe parce que les gens dans leur tête ont des façons de penser très différentes. J'ai fait dans mes interviews du blog, j'ai fait une interview d'un maire qui est un maire d'une ville de 200 habitants. C'est pas grand. 200 habitants. Alors il fait tout. Les cafés sociaux, l'association, le sport, machin, il fait tout. Et autour de l'interview, je lui dis, mais
ton village, il est absolument formidable, mais quand je regarde les résultats d'élection, je vois que tu as 40% de Rassemblement national dans tes électeurs. Il me dit, bah, c'est mon désespoir, parce que quand je parle avec eux, je les connais, c'est des copains, on est 200, c'est pas beaucoup, c'est des copains. Ils me disent, ah oui, mais tu comprends, avec ces problèmes d'émigrés, pas un émigré à 10 lieues à la ronde, avec ces problèmes d'insécurité, tu comprends, c'est pas possible de continuer comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, pas continuer comme ça? Ça veut dire avoir une vision autoritaire du monde, on va construire plus de prisons, on va en plus encadrer. Et donc, ces choses méritent de la réflexion et non pas de la caricature, mais en période électorale, il faut bien dire que c'est une vraie catastrophe parce qu'on n'a pas le temps de la nuance, le temps de la réflexion, le temps de l'échange est un temps qui est un temps long. Et malheureusement, on a pris beaucoup de temps à perdre ce temps. Et je crois qu'il faut, si on doit gagner quelque chose aujourd'hui, c'est gagner du temps. Merci pour vos propos. Merci pour vos propos. J'ajouterais que je crois qu'il y a également une autre philanthropie et un autre bénévolat qui n'est pas quantifiable. C'est ce que je me permettrais de qualifier de bénévolat spontané. Et on l'a vu par exemple lors du déclenchement de la guerre d'Ukraine. Il y a eu un élan, non seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays, spontané, en dehors des associations, qui souvent ont pris le train un peu en retard. Mais il y a eu des engagements personnels, familiaux et de société aussi, à la faveur de cet événement tout à fait imprévu et particulièrement important. Et tout cela peut s'observer également lorsqu'il y a un tremblement de terre, par exemple. Et il y a immédiatement un engouement en dehors des associations et tous les dons, tout ce qui arrive en aide n'est pas quantifiable également. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah ben, là-dessus, c'est très clair. On a, je crois que quand on regarde un peu les études qu'on a pu faire, c'est de voir qu'on a une France qui est une France généreuse. C'est-à-dire que en fait, le concept de philanthropie, c'est vraiment la tournée vers l'autre, c'est l'engagement individuel. Donc, il peut prendre toutes les formes. Et c'est vrai que spontanément, on a 1000 formes qui n'existent pas. Vous aidez quelqu'un dans la rue un jour, c'est une aide. Les réfugiés d'Ukraine ont été pris en charge largement par beaucoup de familles en France, etc. Donc, je suis d'accord avec vous, ça fait partie de l'édifice philanthropique, c'est-à-dire que cette question du bénévolat non quantifiable, mais volumétrique, est une des raisons de la fierté dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que je crois qu'on peut être fier dans un pays qui a des valeurs. Ces valeurs sont des valeurs d'engagement. Et je crois que quand on parle de démocratie, aujourd'hui, on a un problème avec les mots. La liberté, on a une idée de ce que c'est, mais en fait, on parlait de ce terrain tout à l'heure, il s'est réuni avec un certain nombre de gens, de Bolloré et d'autres, pour faire un week-end sur la liberté. Donc voilà, les concepts, la démocratie, c'est un mot valise. Tout le monde peut considérer qu'il a une vision de la démocratie. Je crois qu'il faut revenir aux valeurs, c'est-à-dire quelles sont des valeurs qu'on peut défendre et remonter. Se battre sur des valeurs, c'est quelque chose d'important. Sur cette question du respect de l'autre, de la liberté individuelle. Et ça fait partie du système. Aujourd'hui, vous pouvez intervenir spontanément parce que vous en avez la liberté. Et donc ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui contestent ça. Eh bien, il faut se battre avec eux, avec des armes qui sont des armes, non pas, comme je le disais, d'anathème, mais des armes d'exemple, d'embarquer des troupes de gens qui ont envie que notre pays soit un pays qui soit plus rassemblé qu'il n'a été. Alors, vous allez considérer que je suis un naïf mais
Qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'il faut quand même qu'il y ait assez de gens, il y a assez de gens dans ce pays pour croire en ces valeurs et pour se battre pour ça. Donc il faut trouver tous les moyens de les soutenir et de faire qu'ils puissent continuer à mener leurs actions. Lesquels? Lesquels quoi? Moyens. Les moyens? Quels moyens? Ben, les moyens, c'est d'abord c'est les moyens des constats. Il faut pouvoir faire des constats qui sont clairs. Il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de se confronter. Donc il faut avoir conscience de ça, il faut avoir des moyens financiers, il faut avoir des organisations collectives qui sont capables de regrouper des gens sur un certain nombre de thèmes. Aujourd'hui, on voit, il y a des alliances sur l'environnement, alliances sur la pauvreté, alliances sur un certain nombre de choses. On assiste à des regroupements qui n'existaient pas il y a 30 ans. Toutes les structures qu'on a mises en place font que maintenant des gens peuvent se reconnaître dans un certain nombre de groupes qui ont de la valeur sociétale. Et cette valeur sociétale, c'est celle qu'il faut faire reconnaître. Et quand je dis l'État, c'est l'appareil d'État, hein, c'est pas celui d'aujourd'hui. C'est depuis, Ayagon a fait sa dernière loi, et depuis, au contraire, ça a monté, puis tout d'un coup, ça a commencé à se déliter un peu. Il faut revenir aux fondamentaux de ce qu'est le rôle de la société civile, de la capacité à l'État d'avoir des partenaires avec qui il peut discuter. On n'est pas d'accord sur tout, mais ça, c'est pas grave. C'est cette question qui me paraît importante, les moyens de la discussion, les moyens financiers de le faire, parce que c'est par là qu'on se fait attraper. On voit les actions internationales. Les ONG qui travaillent sur l'international, elles ont suppression de l'USAID, le suppression d'une partie du financement européen. Chaque pays a diminué ses subventions. Donc elles ont en gros une réduction de 30 à 50% des moyens d'intervenir. En plus, à l'étranger, maintenant, les organisations européennes, il y a un combat idéologique massif, c'est considéré comme des colonisateurs. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a des puissants réseaux sociaux qui travaillent là-dessus. Ça devient difficile, ça devient dangereux, mais on sait que sur le terrain, les gens qui ont des besoins, ben, ils sont contents de voir arriver des gens qui les aident. Donc, c'est aussi une adaptation permanente aux situations auxquelles il faut faire face. Je ne dis pas que le monde associatif, des fondations, c'est le monde des bisounours. C'est un monde qui peut être difficile. Les gens attaquent des angles qui ne sont pas toujours... que tout le monde n'aime pas. Pourtant, il faut faire avec, quoi, plutôt que de les interdire. Moi, je crois beaucoup, si vous voulez, à la loi. Par exemple, vous avez des types qui vont démonter, comme ils disent, démonter un McDo, un restaurant McDonald's quelque part. Je veux dire, ils ne le démontent pas, ils le saccagent. Je suis contre l'idée d'interdire l'organisation qui a fait ça, mais je suis pour que les types se fassent attraper et que les lois qui existent soient appliquées. Donc ça nécessite du courage politique. Parce que vous l'avez remarqué, quand on fait ça, ben hop, on fait une loi parce qu'il y a un problème. On a un édifice juridique aujourd'hui en France, je veux dire, qui n'est pas dépourvu quand même. Hein. On ne manque pas d'outils. Donc ayons le courage non pas d'éviter le problème, mais de l'attaquer de front plutôt que de le laisser s'amplifier en créant autre chose ailleurs et en faisant de la fumée. Madame ? Oui, monsieur. Vous avez évoqué plusieurs associations, en particulier celle des Restos du Cœur. Bon, on a parlé de la Nuit du Bien Commun, qui, on l'aime ou on l'aime pas, mais est une réussite. Hein. Et à l'inverse, enfin, je voudrais parler de toutes ces associations de taille moyenne ou petite qui ont le problème de passer un seuil, de pouvoir grandir. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils sur ces questions-là? Parce qu'après tout, on aimerait bien réussir comme la Nuit du Bien Commun. Tous. Merci. Effectivement, la Nuit du Bien Commun permet d'apporter des financements importants à un certain nombre d'organisations. Aujourd'hui, de façon globale, il y a les grosses organisations, les toutes petites. Ceux-là vont s'en tirer parce que les petites, elles n'ont pas beaucoup de besoins, et les grosses,
Non, attendez, c'est celle qui... Je vais y revenir. Non, au contraire, elles disparaissent sinon. Je vais y revenir. Ah. Et puis, il y a toutes les organisations de taille moyenne qui, elles, ont mis en place un certain nombre de structures pour fonctionner. Et celles-là ont beaucoup de difficultés parce qu'elles sont immédiatement obligées de réduire leur personnel, donc leur mode de fonctionnement, donc leur capacité d'intervention. Donc celles-là, elles ont des problèmes. Quand je dis les petites, elles ont moins de problèmes, elles ont des problèmes différents. C'est-à-dire que leurs moyens financiers ne sont pas toujours très importants, mais elles ont des besoins. Il n'existe pas d'organisations qui n'ont pas besoin de structure. Il faut organiser ces choses-là. Et aujourd'hui, il y a un grand mouvement qui est en train de se développer dans les fondations, qui consiste à dire que l'objet de la fondation ne peut pas être que distribuer des subventions en fonction des projets. C'est un problème qu'on a avec l'État aussi, parce que l'État ne veut voir 0 frais de fonctionnement et ne veut distribuer de l'argent que sur le projet. Mais si vous ne distribuez de l'argent que sur des projets, vous n'avez plus les moyens de mettre en place la structure et donc vous tuez l'organisation. Donc ce qu'on fait avec les fondations, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement qui se développe, c'est le fait de dire on prend en compte la globalité du projet dont la structure associative pour apporter des financements. La deuxième chose, c'est d'essayer de favoriser aujourd'hui des regroupements d'associations qui travaillent dans le même domaine et qui sont en proximité pour pouvoir faire de l'optimisation, on va dire. Je vous parlais tout à l'heure de 9 milliards d'euros de dons et les fondations apportent, elles, beaucoup plus d'argent parce qu'elles ont eu des capitaux qu'elles font prospérer et donc ça apporte des financements. Mais ça n'a rien à voir avec le financement d'État. On ne peut pas remplacer le financement d'État. On peut boucher des trous, on peut prendre certains secteurs. Et donc c'est là où je dis qu'il doit y avoir une vraie refondation d'impact entre la société civile et l'État, de façon à savoir quel secteur sera financé, qu'on sache avant comment ça se passe, quel est l'espace qui sera l'espace commun. C'est une question très difficile. De toute façon, 1 700 000 associations, c'est beaucoup de monde. Alors évidemment, on a des associations pour tout. Il peut y avoir un club de bridge, il peut y avoir un club de golf, il peut y avoir tout. Mais quand vous prenez par exemple les associations sportives, qui sont des associations qui tiennent le tissu sportif en France, dans les villes, les villages, etc., qui emmènent les gosses à l'école, dans les intercours, etc., ces gens-là doivent pouvoir trouver des financements pour pouvoir les faire avancer. Et ces financements, il faut les chercher auprès des donateurs, des collectivités locales. Et si les collectivités locales réduisent leur financement, on est dans le souci. On est vraiment... Pardon. On est vraiment dans une période de difficultés qui nécessitent de la réflexion et de voir comment de plus en plus, qui peut aider où. Il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, c'est l'action territoriale et l'action au niveau des collectivités. Parce que là, vous pouvez essayer de monter des projets qui répondent aux besoins locaux, autour duquel vous agglomérez un certain nombre de gens. Vous mettez une entreprise, vous mettez un syndicat local d'agriculteurs, vous mettez des donateurs, et vous arrivez à monter un projet qui est, en même temps, répond aux besoins de la population et en même temps se base sur un financement qui est un financement local. C'est une façon de répondre aujourd'hui. C'est plus la collectivité fait ça, les associations font ça, les autres gens font ça. C'est essayer d'arriver à faire quelque chose de plus collectif. Ça nécessite beaucoup de travail. On est dans une période qui nécessite une refondation. Je vous parlais des ONG tout à l'heure. Beaucoup ont réduit de 30% leur personnel en France, mais à l'étranger aussi. Ça veut dire des milliers de personnes qui sont parties du jour au lendemain. Donc il faut repenser
complètement l'aide humanitaire, il faut retourner au principe de base qu'elle était, de savoir comment on interfère, comment, avec les pays locaux, comment on crée des consortiums où certains feront de l'assistance sur l'eau, l'alimentation, la santé, et comment on refonde un système. C'est aussi ça, les périodes de crise et les périodes de difficulté. Ça oblige à sortir d'un confort et d'une immobilité dans laquelle beaucoup se sont installés parce que c'était facile, les financements arrivaient, etc. Mais là, il faut arriver à reposer les fondements même de ce qu'est le projet associatif, le projet. Et c'est vrai que, madame, je ne vais pas pouvoir vous répondre comment on fait pour aider la petite association dans tel ou tel endroit. Et j'en suis malheureux parce que je sais que c'est un problème. Oui, parce que vous prenez l'exemple, par exemple, de ces grosses ONG, elles ont des salariés. Oui. Voilà. Bon, les petites associations, pour arriver, on est forcé de passer par un minimum de salariat, parce que précisément, la bénévole retraitée, très gentille, très compétente, etc., elle ne peut pas tout faire. Donc, ce problème, c'est celui-là aussi, c'est celui d'arriver à faire face à cette nécessité de réorganisation intérieure. Tout à fait. C'est un sujet important et je reviens sur la question que vous aviez posée tout à l'heure sur le mécénat de compétences. Aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations qui font appel à ce mécénat de compétences. Du coup, ils récupèrent un informaticien, un comptable, telle ou telle personne. Mais les entreprises elles-mêmes, enfin, moi je travaille dans une association, on a des mécénats de compétences de la SNCF, etc., mais qui, d'une année à l'autre, décident pour leur, et à juste titre, pour leurs propres besoins, de supprimer ou de diminuer le mécénat de compétences. Donc on est obligé de chercher d'autres entreprises. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose de fixe. Et la petite association, elle est toujours fragile. Elle est toujours fragile et je pense qu'elles sont des centaines de milliers en France, partout. C'est aujourd'hui très certainement, pour moi, les héros de la République, si vous voulez. C'est vraiment ces gens qui sont invisibilisés, qui ne sont pas reconnus comme étant, et ça c'est sur quoi on se bat, se faire reconnaître l'activité associative comme un pilier de la société. C'est pas marginal, c'est pas à côté, c'est pas parce que 3 bénévoles vont aider tel ou tel groupe de gens qu'il faut déconsidérer ça. Au contraire, ils font partie d'un édifice. Je pense que s'il n'y avait pas toutes ces organisations, il y a longtemps qu'on aurait eu des problèmes majeurs dans notre pays. Parce que en période de crise, c'est ce qui tient le pays. Et ça, ben oui, mais très honnêtement, moi je suis fasciné, et d'ailleurs je crois que je l'ai écrit dans le livre, je suis fasciné par tout ce monde de l'engagement, de gens qui, sans contrepartie, qui n'attendent rien, forcent, l'admiration, et en même temps se battent le dos au mur pour arriver à faire vivre le projet qu'ils ont. C'est vraiment quelque chose d'admirable, mais moi je ne sais pas répondre à toutes vos questions parce que je voudrais bien que ça soit possible de faire vivre tout ce monde de façon à ce que la société se tienne et que l'on réponde à des besoins vraiment nécessaires. Mais l'association dans laquelle j'interviens, en fait, travaille dans les lycées professionnels et technologiques. Donc c'est bien un besoin national, pas simplement pour l'association elle-même, mais pour l'État, pour la société. Parce qu'on sait très bien... Enfin, et d'ailleurs, l'État en parle. Mais bien sûr. Mais la difficulté, c'est de savoir justement comment trouver des fonds, comment intervenir davantage. Bon, on est aidé par une fondation, mais qui elle-même dispatche évidemment ses revenus. Donc en fait, la situation à ce niveau-là est très compliquée. Et j'avoue que quand je vois la réussite de certaines associations, je suis envieuse. Voilà. Une interview que je vais sortir bientôt, là, c'est justement sur la formation professionnelle d'une petite association qui travaille à la formation des jeunes qui sont décrocheurs et en collaboration avec la Fondation Schneider Electric, qui est une fondation qui soutient l'insertion professionnelle et le mécénat de compétences. Ne croyez-vous pas qu'il y a des grandes ONG qui, malheureusement, prennent souvent des positions politiques ? À l'étranger,
quelles qu'elles soient, françaises ou étrangères. Je citerai 2 cas, Gaza et le Soudan. À Gaza, on a vu de très nombreuses associations françaises et étrangères prendre position. Le Soudan, personne n'en parle. Il y a eu quelques ONG qui sont intervenues, mais quelles sont-elles? Le phénomène est terrible. Il faut savoir qu'au Soudan, depuis le 23 avril 2023, il y a 200 000 morts, minimum. Voilà. Et les ONG prennent malgré tout, à tel point que certains États, je ne prendrai pas de position, prennent à partie, à juste titre ou non, certaines ONG qui se sont engagées ou trop engagées pour tel ou tel parti. La disparité de la vision médiatique des causes est toujours un sujet très surprenant parce qu'il est arrivé en même temps Gaza et le Soudan. Gaza est une situation terrible où il y a eu quelques dizaines de milliers de morts. Le Soudan, c'est quelques centaines de milliers. C'est totalement différent. C'est 500 000 réfugiés qui sont passés au Tchad. Et on parle de l'un, on ne parle pas de l'autre. Au moment où on a parlé de Gaza, on a arrêté de parler de l'Ukraine. Donc la question médiatique est une question importante si on veut parler des causes. Sur la question des prises de position, c'est vrai que des gens comme Médecins du Monde ou Médecins sans frontières ont été très en pointe, notamment Médecins du Monde, à dénoncer la situation humanitaire qui existait à Gaza. Il faut dire qu'elle est compliquée. Je vois mes collègues qui travaillent à Gaza. Ils ont eu quand même 250 morts dans leur effectif. Ils ont eu des difficultés d'approvisionnement. Et c'est vrai que là, on arrive dans un point qui est assez particulier, qui se passe en milieu fermé. Le Soudan, c'est un milieu ouvert. Les gens peuvent encore émigrer alors, avec difficulté, en se faisant attaquer, etc. Là, et c'est un sujet qui n'intéresse personne. Et ça n'intéressera personne, je peux vous le garantir. Gaza rentre dans un sujet différent parce que Gaza est directement en prise directe avec des questions idéologiques qui résonnent en France. C'est-à-dire, je vous parlais de l'antisémitisme, qui est un sujet majeur, dont probablement la guerre à Gaza a amplifié la capacité de mise au ban d'un État en confondant ce qu'est un État et ce qu'est une religion. Donc ça a rassemblé ces deux choses, alors que la mise en cause de Médecins du Monde n'est pas contre les Juifs, elle est contre l'État israélien qui empêche les camions de rentrer et qui fait qu'il y a des dizaines de milliers de blessés, des gens qui sont affamés, etc., dans une situation qui est franchement épouvantable. Mais quand vous êtes les seuls dans un endroit, ça a été le débat pendant des dizaines d'années à MSF, la question du témoignage. Est-ce qu'on témoigne et on dit « il se passe ça, c'est horrible », alors on vous dit « vous faites de la politique ». Est-ce de la politique ? Est-ce de la dénonciation ? Est-ce que de l'information ? C'est un sujet à laquelle je ne pourrais pas répondre de façon brutale comme ça, parce que c'est un sujet très compliqué. En général, les organisations, elles essayent de ne pas être trop politiques parce qu'elles doivent travailler avec toutes les parties. Et quand vous voulez travailler avec toutes les parties, vous ne pouvez pas montrer du doigt l'une ou l'autre. Quand vous êtes vraiment empêché de travailler et que vous avez vraiment des difficultés et que vous voyez des gens mourir, des enfants et des familles en train de mourir, là, vous vous sentez le devoir de dire ce qui se passe. Donc c'est un sujet compliqué, comme est compliquée la politique internationale. L'aide humanitaire, elle essaye d'être neutre, mais elle n'est pas... elle essaye d'être impartiale, mais elle n'est pas toujours neutre, quoi. Et je vous le reconnais. Il y a une chose, puisque vous ne posez pas la question, je vais vous donner la réponse. Vous parliez du bénévolat tout à l'heure. Il y a une chose qu'on a développée récemment, il y a quelques années, c'est quelque chose qui s'appelle l'école de la philanthropie.
Et on croit vraiment que c'est important qu'il puisse y avoir, dès l'école, une sorte de sensibilisation à l'engagement des enfants. Et on monte des projets, il est monté, je dis on, mais c'est pas moi, hein. Mais on monte des projets qui font que dans une classe, ils créent entre les enfants un projet, ce qui fait que ça amène d'abord une discussion entre eux, ça leur apprend le dialogue, ça leur apprend à faire ensemble un certain nombre de choses, et ça leur met le pied à l'étrier pour donner une visibilité à ce qu'est le mot engagement. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer dans différentes, en dehors de l'école de la philanthropie. Il y a pas mal d'actions qui sont menées de façon à ce qu'on apprenne aux enfants à lutter contre l'individualisme, contre le fait qu'ils sont enfermés dans leur tablette ou dans leur téléphone, et plutôt d'essayer de monter des projets en commun. Et ça a des effets qui sont assez positifs. Je le vois dans l'association, par exemple, de La Source de Gérard Garousse, le peintre, dans laquelle je suis impliqué. Les projets culturels qui sont montés, ils sont montés collectivement par des enfants. Et donc, apprendre cette question du collectif, parce qu'à la sortie, quand ils ont réalisé leur projet, ils acquièrent quoi? D'abord, toutes ces fonctions dont je vous ai parlé, de relations entre eux, mais surtout une fierté. Et la fierté d'exister, la fierté d'être, la fierté de montrer à ses parents qu'on vaut quelque chose dans des milieux parfois défavorisés où on ne les regarde pas vraiment, c'est très important. Et je crois qu'on ne peut pas traiter que l'aval, il faut traiter aussi l'amont. Et cette question de l'engagement est une question très importante dans notre société. Est-ce que la situation dans les autres pays européens est très différente de la situation en France, ou est-ce que c'est un peu partout pareil? C'est un peu partout pareil, avec des variations. Par exemple, si vous voulez être une association en Hongrie, c'est devenu franchement difficile. C'est-à-dire, quand je vous parlais des restrictions des libertés, voilà un bon exemple où progressivement, il y a des restrictions qui sont mises en place, et donc il n'existe plus de possibilité de parole ou d'expression assez libre. Dans tous les pays, la question du financement se pose parce que les États européens n'ont pas tous des États financiers qui sont extraordinaires. Dans les pays nordiques, ils ont une tradition très ancienne de la solidarité, de la collaboration et des relations avec l'État qui sont différentes des nôtres. C'est des sociétés où les gens ont l'habitude de considérer que le pays est une communauté et que donc il est naturel de discuter des choses quand elles sont faites et non pas une adjonction de groupes de gens qui se considèrent comme étant détenteurs de toute la science et le pouvoir, et que les autres peuvent être éventuellement sollicités de temps en temps parce qu'il y a des besoins, mais pas traités comme des partenaires. Voilà, ça c'est un des sujets qu'on a en France. On est partenaire de l'État, mais un peu tout le monde sont égaux, sauf certains, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une disparité c'est un peu des prestataires. Les associations sont aujourd'hui très traitées comme des prestataires de services à travers les appels d'offres, ce qui pose pas mal de difficultés parce que les associations changent leur projet associatif pour rentrer dans les critères de l'appel d'offres, pour avoir le financement. Et ça, c'est très mauvais parce que du coup, l'État n'a qu'à prendre des prestataires. Hein. Il peut se créer des compagnies de prestataires très facilement. Hein. Mais c'est vrai qu'en Europe, tout le monde a le même problème de la société civile et du rôle de la société civile dans des États modernes et démocratiques, on va dire. Pour revenir sur le sujet du bénévolat, il y a effectivement l'aspect négatif actuellement qui est l'individualisme des gens,
Mais il y a un aspect très positif au bénévolat. On a un observatoire au Restos du Cœur où on interroge régulièrement les bénévoles. Si un certain nombre d'entre eux disent qu'ils viennent pour des raisons qu'on qualifierait d'idéologiques, pour être utiles, un grand nombre d'entre eux viennent pour la convivialité, pour faire des choses avec les gens, etc. Donc en fait, c'est l'effet secondaire du bénévolat qui renforce le lien social entre les individus, au-delà de la cause initiale de l'association. Donc je dirais que c'est un plaidoyer pour le bénévolat qu'on pourrait faire dans ce sens. Ah ben, de toute façon, c'est clair, hein. En France, pas de bénévolat, tout s'arrête. Hein. Oui, mais les gens sont heureux. Non, mais je veux dire, tout s'arrête. Alors que là, vous avez des bénévoles qui font des choses, qui discutent entre eux, qui sont contents de se retrouver et qui créent une convivialité. Mais l'individualisme, c'est très curieux parce que on a de l'individualisme collectif, c'est-à-dire que les gens sont assez individuels, mais en fait, ils ont assez de facilité à se rassembler quand quelque chose les porte. Et ça, c'est très frappant, on le voit dans un certain nombre d'études qui sont faites. Et donc, il ne faut pas être désespéré. Je crois que la question, quand je vous disais à la fin, il faut ne pas se résigner, avoir du courage. Il faut savoir quel combat on mène et les mener, c'est-à-dire sans cesse revenir, donner de la valeur aux choses, donner de la valeur au lien social. Pour moi, le lien social, c'est la mère des batailles, hein, que je l'ai écrit dans le bouquin, et je le dis toujours. Et ces valeurs sur lesquelles il faut se battre, elles méritent de l'énergie et de l'engagement. Merci, Coluche. Merci, Coluche, oui. Et en termes de nombre, les associations actuellement sont toujours assez foisonnantes ou il y a Ils s'en créent plus qu'on observe? 25 000 par an. Donc on ne peut pas dire qu'il Non, mais surtout, hein, vous pouvez avoir un problème. Ça peut être une association qui va défendre une cause parce que il y a quelqu'un qui a été blessé ou une sortie d'école ou des choses. Ils se créent une association, mais ils s'en créent. Mais quand ce n'est pas des actions de revendication spécifiques sur un point, comme je viens de le dire, ils se créent des associations parce que c'est une façon de se regrouper, comme Madame disait, de façon de se regrouper pour faire quelque chose ensemble. Et aujourd'hui, le développement des associations dans les endroits reculés sont en progression parce que ça aide en même temps. On peut parler. Une des choses qui est difficile, je vous parlais de l'isolement tout à l'heure, et de la solitude, c'est réintégrer des gens qui sont seuls dans, on va dire, la société. Parce que quand vous êtes seul, isolé, que vous n'avez pas vu de gens depuis longtemps, vous considérez psychologiquement que vous êtes inutile à la société. Donc si vous êtes inutile, vous n'allez pas aller parler avec des gens. Donc c'est là où tout d'un coup, il faut faire un café, comme on a pu le faire boulevard Montmartre, Café Cerise, le café où les gens peuvent venir, on leur demande rien, et puis petit à petit, s'ils viennent, ils peuvent, comme ils viennent tout le temps, quand ils viennent tout le temps, c'est comme dans les cafés, quoi. Vous connaissez le barman, et puis après vous connaissez le voisin, et vous commencez à parler. Mais aller récupérer des gens qui sont seuls est une énergie absolument extraordinaire et compliquée parce que vous forcez évidemment pas la porte. Donc voilà, c'est cette question aussi du bénévolat individuel. Vous parliez de la République des voisins. Je ne connais pas la République des voisins, mais je connais une association qui s'appelle Les Voisins Malins. C'est une femme qui a créé une organisation où, dans les immeubles, il y a des voisins qui vont voir leurs voisins. C'est tout bête, hein, qui connaît tous ses voisins de son immeuble dans beaucoup d'endroits. Ils vont les voir. S'il y a un problème, on peut donner un coup de main. S'il y a une difficulté, on essaye de la résoudre. Voilà, et on essaye d'aller voir les gens individuellement. Donc vous voyez, un problème de société ne se réduit pas par des grands plans, il se réduit beaucoup par des micro-initiatives. Vous parliez de la santé mentale, qui est un sujet important. Donc ça aussi, ça se traite de façon tout à fait locale. Et il ne faut pas rechigner à l'idée que le microscopique est tout à fait fondamental.
En fait, il faut faire un peu comme dans une forêt, vous savez, où maintenant vous avez les réseaux souterrains de lichens qui font rejoindre les arbres les uns aux autres et qui leur permettent de vivre ensemble. Ben, c'est en fait un peu ça qu'on fait, c'est-à-dire de pouvoir aller voir un tel ou un tel et essayer de trouver des solutions. Alors, c'est pas toujours valorisant parce que ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est extraordinaire. Regardez, vous parliez du bénévolat, les gens qui font du mentorat, qui vont accompagner des jeunes pendant une année, à les aider à travailler, ils les emmènent au théâtre, ils les emmènent visiter un musée. Tout ça, c'est des micro-trucs, mais qui ne rentrent pas dans le bénévolat visible dont vous parliez, mais qui est une façon d'être ensemble, quoi. Pour vous parler du mentorat, enfin, je suis engagée justement dans mon association, elle fait ceci, mais c'est bien le problème. On peut aider le fils du voisin ou aller dans un quartier défavorisé, aider au mentorat, mais on est obligé si on veut être un tout petit peu plus efficace que d'aider son voisin, ce qui s'est fait à toutes les époques, heureusement, on est obligé justement de créer une association, de vivre, de survivre, de connaître les autres associations qui font du mentorat. Enfin, il y a un certain nombre de problèmes qui ne se réduisent pas à ce désir d'être utile. Ah mais je Et suis c'est ça d'accord qui est avec vous, hein, difficile. tout à fait. Voilà, Je suis c'est tout pour à ça fait que d'accord avec vous. C'est-à-dire en fait l'ensemble du système, la force de l'ensemble du système, c'est sa variété. C'est-à-dire d'être capable de faire du microscopique et en même temps de faire des échelles différentes selon les endroits, les terrains, etc. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a peut-être une menace qu'on n'a pas évoquée et qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est une génération des baby-boomers, entre guillemets, et qui est encore assez vaillante pour quelque temps. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un creux démographique dans le recrutement de bénévoles? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle? Il va y avoir un creux démographique dans le recrutement de bénévoles, il va y avoir un creux démographique dans les donateurs, il va y avoir un creux probablement sur les notions d'engagement. C'est des choses que les organisations doivent anticiper et c'est vrai que... mais c'est un sujet qui existe, voilà. Je ne sais pas te dire comment il faut comment on le traite, mais on ne fait pas les glissements de génération. Il faut les faire, comme tu vois, à un bout avec les écoles de la générosité. Alors ça, avant que les gamins deviennent grands, il faudra 20 ans, mais peut-être que les baby-boomers, ils peuvent tenir encore 20 ans. Je le souhaite à beaucoup. En fait, là-dedans, il y a un peu deux sujets parce que c'est vrai qu'il y a ces gens... moi, je suis dans une association où il y a beaucoup de personnes âgées, effectivement, qui sont là et qui aident. Mais la génération d'en dessous, le problème, c'est que c'est pas tellement qu'ils n'ont pas envie d'aider, c'est qu'ils travaillent pour les 3/4 du temps. Oui. Alors qu'autrefois, beaucoup de ces femmes ne travaillaient pas. Donc là, on se retrouve maintenant avec une génération qui, non seulement est moins importante, parce qu'ils sont moins, mais en plus, ils sont beaucoup moins disponibles. Donc on va avoir un double problème. Et puis il y avait un autre truc que je voulais souligner, c'est que je trouve que l'État a un besoin absolument grandissant et énorme d'associatifs parce qu'ils sont défaillants sur beaucoup de choses, et que pour autant l'enseignement qu'on peut apporter aux enfants de partage et d'aide, à part les écoles catholiques, les autres écoles, les écoles laïques, elles ne sont pas du tout dans ces projets-là. Enfin, on n'apprend pas du tout aux enfants à aider, on ne leur apprend pas à aider les plus jeunes. Par exemple, tout ce qui est les projets les sixièmes, les cinquièmes aident les sixièmes, les quatrièmes, machin, ça c'est mis en place dans les écoles catholiques, c'est pas du tout mis en place dans les écoles laïques. Donc à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas que l'État, qui a tant besoin des associations, se prenne pas un peu en main aussi pour apporter des choses et expliquer aux enfants dès le plus jeune âge que aider les autres, c'est hyper important, quoi. Ça fait partie des bases de l'éducation. L'évolution du système de l'éducation nationale est compliquée parce que c'est, comme on l'a dit, un mammouth. Et avant qu'il change globalement, c'est difficile. Par contre, il existe quand même, et je le vois dans les associations que j'interroge, que je rencontre, il existe beaucoup d'initiatives qui viennent des professeurs
ils ont une capacité, hein, ils ont du temps pour faire ça. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous voyez avec le professeur dans le cadre de, comment ça s'appelle, c'est ce qui s'appelait l'éducation civique avant, mais ça s'appelle différemment maintenant, ils ont des heures qui sont dédiées à pouvoir faire des projets. Et on voit des associations qui viennent apporter à ces professeurs des outils pour faire ça. Et donc ça commence à rentrer, mais justement par le bas plutôt que par le haut, et c'est pas significatif par rapport à l'éducation nationale. De toute façon, elle devra aussi se transformer avec l'intelligence artificielle, la façon d'enseigner, comment les relations avec les élèves, etc. On est dans des bouleversements qui sont très importants, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des vigies un peu partout qui soient capables d'apporter, comme vous le faites, des solutions ou des hypothèses de solutions pour tel ou tel problème que l'État devra prendre en compte. Mais ça nécessite une relation beaucoup plus fluide que celle qui existe aujourd'hui. Mais finalement, par rapport en pensant au futur à venir pour tout le monde associatif, philanthropique, hein, vous êtes plutôt optimiste ou Ah ben, si vous essayez que je sois pessimiste, il va falloir vous lever de bonne heure. Parce que je pense qu'on est condamné à l'optimisme. Écoutez, notre pays, on est pessimiste pour notre pays, mais dans notre pays, on a quand même créé 3 millions d'emplois ces derniers temps. On a quand même des choses qui fonctionnent. On gagne des médailles aux Jeux Olympiques. On a un certain nombre de choses qui peuvent laisser penser qu'on peut regarder le verre qui est moitié plein en sachant ne pas être naïf, mais essayer d'avoir une vision un peu comme aujourd'hui ensoleillée de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut être, plutôt que se laisser plomber et tirer vers le bas. Je crois que ça, c'est la plus grosse des batailles, c'est celle sur soi-même, de ne pas sombrer dans le fatalisme et de se dire de toute façon tout est perdu, il n'y a rien à faire, il faut laisser filer. Pas du tout. Je pense que la bataille est consubstantielle à l'homme et que nous menons une bataille qui est une bataille d'optimisme, d'espoir, qui, comme toutes les batailles, hein, il y en a qui se gagnent, il y en a qui se perdent, on avance, on recule, mais une bataille qui n'est pas menée, elle est perdue. De toute façon, donc, voilà. Donc, pour moi, il faut y aller et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas reculer. Et vous voyez, moi, j'ai 80 ans et je ne désespère pas de l'avenir, même si dans 20 ans, c'est comme je dis, je ne suis pas sûr que je sois là, mais voilà. Ok, bah, je vous remercie beaucoup.